Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des Chrono Facile, une émission qui vous aidera désormais à connaître l'actualité socio-économique de la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro de votre magazine, nous recevons pour vous M. Alki Tengue, qui est un stratège et analyste économique de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons focaliser notre attention sur la situation ou l'impact du coronavirus dans l'économie de la République démocratique du Congo. Monsieur Alki Tengue, bonjour. Madame, bonjour. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce que le commun des mortels peut retenir de votre personne? Je suis un citoyen congolais, patriote et très engagé. Je suis un commando économique. Voilà ce qu'on peut dire de moi. Voilà, comme vous le savez, Monsieur Al, la crise sanitaire est en train de battre son plein dans le monde entier. Il paralyse l'économie de plusieurs pays, tant développés que sous-développés. Et quels sont, je peux dire, pouvez-vous nous dire quel a été le premier indicateur de paralysie de cette crise dans le pays développé et sous-développé? Dans un premier temps, il faut savoir que quand cette crise a commencé en Chine et qu'elle s'est propagée vers les pays développés et puis finalement en Afrique, la première constance dans tous les pays du monde, c'est l'impréparation. Personne n'était préparé à un tel degré de vulnérabilité. On s'est aperçu que c'était une crise sanitaire d'une ampleur incroyable, d'une célérité incroyable. Et elle était d'une capacité à se propager que personne ne pouvait arriver à contrôler, au point que tout le monde a décidé de se refermer sur lui-même pour se protéger de tout le monde. La crise sanitaire a pris une telle ampleur qu'on s'est rendu compte que la Chine, l'Europe, l'Amérique étaient complètement débordées. Il n'y a personne d'entre les pays que nous connaissons qui avait la capacité de réagir de manière proportionnelle à la crise et à sa gravité. Donc quand c'est arrivé en Afrique, les gens ont prédit que si l'ampleur est la même en Europe comme aux États-Unis et ici en Afrique, ça aurait été la catastrophe. L'Organisation mondiale de la santé a même dit que ça va être une hécatombe. On va avoir des morts en catastrophe. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'au-dessus de nous tous, ici, il y a un Dieu qui, lui, décide d'un logiciel qui est complètement à lui, que jusqu'à présent, même les scientifiques n'ont pas encore compris. Il y a quelques éléments fondamentaux que l'on avance qui peuvent avoir été en faveur de l'Afrique. C'est l'âge de la population. Nous n'avons pas une population aussi vieille qu'en Europe. Pour une fois, ça nous sert. Mais également, on parle du climat. Mais il n'y a aucune corrélation qui a été prouvée scientifiquement. Nous sommes encore dans une situation où l'Afrique a fait son miracle. Okay? Maintenant, il faut savoir que tout de suite, à partir du moment où vous arrêtez les activités habituelles, une des parties des activités que l'on arrête, c'est l'activité économique. On s'aperçoit malheureusement qu'il faut continuer à manger, il faut continuer à boire de l'eau, il faut continuer à vivre d'une manière ou d'une autre, même si la crise sanitaire est aussi grave qu'on ne le reconnaît. Et donc, on a eu une crise socio-économique. Les gens doivent rester chez eux, et à force de rester chez eux, ils deviennent stressés, ils peuvent devenir agressifs vis-à-vis de leurs conjoints ou de leurs enfants. Mais à partir du moment où vous ne travaillez pas, mais vous devez acquérir les biens de première nécessité, donc il faudrait bien que vous mangiez, et pour ça, il faudrait que vous ayez de l'argent. Ça marche encore pour des gens qui ont des grandes réserves, et dans les pays riches, il y a eu une réaction spontanée. Les États se sont mis à se mobiliser pour avoir de l'argent, pour être en mesure de subvenir aux besoins des plus fragiles. Et puis, bon, progressivement, on reprend les activités. On s'aperçoit justement que pour reprendre les activités, il faut soutenir les entreprises qui sont en difficulté. Et donc, les États ont encore mis en place des mécanismes pour mobiliser de l'argent, y compris en faisant des gros emprunts, pour être en mesure de financer les entreprises. Et donc, le monde développé commence à se remettre debout grâce à ces instruments financiers qu'ils ont réussi à mobiliser. Mais je voudrais vous rappeler que en fait, lorsque les États ont commencé à mobiliser de l'argent pour venir aux plus fragiles, c'est parce qu'en fait, ils ont ce qu'on appelle les fonds de protection sociale. Les fonds de protection sociale, ce sont les filets sociaux, c'est l'argent qui appartient à tout le monde. Le peu d'argent qu'on prend sur chacun de ces citoyens lorsqu'ils travaillent, qu'ils payent leurs impôts et taxes. Et qui n'existe pas dans les pays sous-développés. Je reviens maintenant à l'Afrique et pays développés.
La première caractéristique, c'est qu'on s'est rendu compte que 90%, 95% pour ce qui concerne le Congo, de l'activité économique est dans l'informel. Ça veut dire des gens qui ne payent aucune taxe de manière directe, qui n'ont aucune relation de contrat social avec l'État congolais. Et c'est un cas généralisé. En Afrique, on s'est rendu compte que la dominance de l'économie informelle est telle que beaucoup de gens vivent au quotidien. Ils n'ont pas de filets sociaux. S'ils ne travaillent pas pendant 2-3 jours, ils sont très fragiles et très précaires. Et on s'aperçoit malheureusement que les États n'ont pas les moyens, parce que personne ne les leur a donné, parce que les citoyens ne leur ont pas donné, pour être en mesure d'intervenir quantitativement et qualitativement. Et bien entendu, malheureusement, ça finit par des pertes en vies humaines. Les gens finissent par mourir. Si pas de maladie, ils meurent de faim. Mais derrière, il faut regarder une première chose. C'est la précarité du système de santé dans tous les pays africains, y compris en RDC. On s'aperçoit que, en fait, aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de nous soigner. Et les différentes contraintes qui sont venues avec cette nouvelle maladie, nous n'étions pas préparés et nous ne sommes pas préparés à y donner des réponses. Prenons la question des respirateurs, même si elle n'est pas, on a démontré qu'elle n'est pas aussi importante que ça. On s'est aperçu qu'on n'a pas assez de respirateurs pour donner des solutions aux citoyens qui tombent malades. Aujourd'hui, on a encore des gens qui meurent faute d'oxygène dans les hôpitaux de référence. C'est une véritable honte. En fait, pour une fois, sur la table, il faut remettre la grande question de l'hôpital. Il faut repenser l'hôpital. Et dramatiquement, pendant 60 ans, nous avons pensé que l'hôpital était une question des médecins. C'était la plus grosse bêtise que l'on a faite. On a aujourd'hui découvert que l'hôpital doit être centré sur le patient, comment on lui apporte des soins. On s'aperçoit aussi que il y a quelque chose qui n'avait jamais existé avec une telle ampleur. À l'époque, de temps en temps, l'État congolais coupait Internet pour punir les citoyens. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'État congolais est obligé d'utiliser l'Internet pour être en mesure de travailler au minimum. Et donc, il y a une nouvelle réalité, c'est que le travail lui-même, il se transforme. On commence à travailler à partir de la maison avec du matériel informatique. Et donc, du coup, même le code du travail devra changer pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Et on s'aperçoit aussi que là-dessus, nous avions un grand retard dans l'architecture informatique, dans l'architecture numérique. Et donc, on doit récupérer rapidement pour être en mesure d'assurer qu'au prochain choc, nous ayons la capacité d'avoir une continuité d'affaires. Et laissez-moi terminer, la continuité c'est dans l'éducation, c'est dans la santé, mais également dans l'administration. Merci. Donc cette crise n'a pas seulement paralysé l'économie, mais elle a aussi paralysé tous les secteurs de la vie humaine. Mais bien sûr, cette crise est multiforme et transversale. Et c'est pour ça qu'elle a une capacité d'une remise en question totale. Et c'est pour ça que moi je dis, les politiciens qui rateront l'opportunité de réinventer leur pays à cette opportunité, ils auront insulté leur mémoire et la mémoire des générations futures. Et donc nous devrons avoir le courage de nous remettre de manière transversale en question et dire, à cette occasion ou jamais, il faut faire une réinvention d'une nation qui fonctionne avec les outils modernes et qui se prépare au prochain choc. Parce que, bien sûr, coronavirus, c'est un choc extraordinaire, mais le prochain choc peut ne pas être médical, il peut être d'un autre secteur, mais nous devons être en mesure d'assurer la continuité de l'État, la continuité de la vie. Et aujourd'hui, l'impréparation dans laquelle nous sommes nous invite à mettre en place un plan stratégique de gestion de catastrophes. Il s'est avéré que nous n'en avons pas. Et la chance pour nous, c'est que c'est arrivé à Kinshasa et ça a frappé d'abord les couches les plus élevées, ça veut dire des gens qui ont une capacité de résilience. Imaginez un seul instant que la situation eût été inversée, que par exemple, ça ait pu commencer dans un village. Ça aurait été la catastrophe, même si jamais ça avait commencé à Kinshasa, mais dans les quartiers périphériques, ça aurait été la catastrophe. Déjà avec le fait que ça touche des personnes plus ou moins riches, on n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il en serait si ça avait touché à l'inverse les personnes les plus vulnérables? Exactement. Et parlant de pays sous-développés, M. Alkitenge, comme prenons le cas de la République démocratique du Congo, dont la crise n'a pas épargné et notre économie est déjà faible. Quelle attitude que la RDC doit prendre pour relever ces défis pendant et après cette crise? La première des choses, ce n'est pas nécessairement de faire le design des solutions. La première des choses, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est effectivement passé. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que l'économie informelle n'est pas une solution. Il faut donc aller vers une réorganisation de l'économie de sorte que nous retrouvions un élan de solidarité entre l'État et les citoyens. Et donc, il faut rétablir la notion de la taxe et la notion de l'impôt. Et pour ça, il faut simplifier le statut de ces deux éléments,
la taxe et l'impôt. Il faut donc refaire ce qu'on appelle le pacte fiscal. Nous avons un empilement des textes bizarres qui compliquent tout le monde à titre individuel comme à titre d'entreprise. Il est important qu'on refasse un pacte fiscal qui réponde à un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens. Deuxième, il faut moderniser tous les emplois qui puissent exister jusqu'à l'agriculture, de sorte que l'agriculteur devienne un opérateur économique connu par l'État, que l'État assiste pour qu'il soit en mesure de donner des réponses aux besoins de la nation. Vous vous êtes rendu compte qu'un pays extraverti que nous sommes, même les importations ont été difficiles pour deux bonnes raisons. La première, c'est que nous n'avions pas assez de devises parce que nous n'arrivons pas à exporter les produits miniers. Et deuxième, même les pays qui nous exportaient de la nourriture se font le devoir de garder le peu de nourriture qu'ils ont pour eux-mêmes d'abord, avant de pouvoir les envoyer à l'extérieur. Et donc on est comprimé. C'est pour ça que vous avez vu, même la présidente de la République essayer un programme qu'ils ont appelé programme alimentaire d'urgence pour essayer de répondre à cette carence, mais on s'aperçoit tout de suite que nous n'avons pas une organisation à la base capable de se substituer aux importations immédiatement. Et donc, il faut une restructuration profonde. Donc, je reviens sur l'informel n'est pas une option, y compris jusque dans les milieux les plus reculés. C'est pour ça qu'il faut moderniser la question. Deuxième, il faut mettre toute l'intelligence et de l'argent chez nous pour structurer l'économie domestique, qu'elle ait la taille et la qualité nécessaires pour être en mesure de résister au choc. Deuxième chose importante. Troisième chose, c'est qu'il faut quand même regarder les paradigmes. Aujourd'hui, pendant très longtemps, nous avons pensé que les mines étaient notre levier de développement. On s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Notre levier de développement, c'est l'énergie. Nous en avons un potentiel extrêmement important. Et donc, nous devons fournir des gros efforts pour passer notre potentiel hydroélectrique et solaire en réalité pour que nous soyons en mesure de transformer l'énergie, plutôt l'industrie chez nous, mais également pour être en mesure de donner des solutions au continent et éventuellement au monde. Parce que nous avons là une opportunité d'avoir de l'énergie propre et qui est illimitée, inépuisable. Et donc, en changeant ce paradigme, nous pouvons changer la manière de travailler. Une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que nous n'avons pas été responsables en tant que pays. On a pensé que Kinshasa pouvait piller la République entière. Ce n'est pas tenable. Aujourd'hui, pour être une République forte, il est important que nous soyons en mesure d'investir de manière éthique et équitable dans toutes les provinces. Donc, il faudrait être en mesure d'avoir le plan stratégique de développement national qui est décliné en plans stratégiques provinciaux, qui est décliné en plans stratégiques communaux et locaux. Nous devons être en mesure de produire de la richesse de partout. C'est comme ça qu'on peut devenir un grand pays. Et entre les pays grands et les pays petits, la résistance est du côté des pays qui sont solides et qui sont grands. Tout à l'heure, vous avez dit pays sous-développés. Je n'aime pas tellement cette terminologie. Nous sommes des pays en retard de développement. Mais nous avons toutes les potentialités pour être en mesure d'avancer. La chose qui nous manque le plus, c'est l'intelligence collective. Donc nous sommes un pays en voie de l'émergence. Je n'aime pas non plus ce mot en voie de l'émergence parce que c'est défini par les autres. Je pense simplement que nous sommes en retard de développement et nous avons le devoir d'accélérer pour être en mesure d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. On ne peut pas nous comparer aux autres. Chacun de nous a ses réalités. Vous savez, il y a des pays qui n'ont rien du tout et des pays comme le nôtre qui ont énormément de potentiel pour nous et pour les autres. C'est pour ça que je pense que notre responsabilité géopolitique est extrêmement engagée et importante. Il est important que nous soyons en mesure de prendre la mesure de ce que nos peuples attendent de nous, mais également ce que nos compatriotes, nos amis du continent attendent de nous. Nous avons un rôle à jouer et il faut le jouer très sérieusement. Et une des choses que moi je regrette énormément, c'est que quand cette crise est arrivée, l'Afrique s'est comportée exactement comme l'Europe. Chaque pays s'est refermé sur lui-même. À mon avis, nous devrions avoir des réponses collégiales. Et M. Al-Kitenge, de quelle manière les retombées économiques de cette crise peuvent impacter la vie sociale des Congolais? On s'est aperçu qu'à cause du fait que nous avons passé tout le temps à envoyer l'argent du Congo à l'extérieur pour acheter la nourriture, nous sommes restés précaires. La plus grande leçon, c'est que l'argent que nous envoyons à l'extérieur pour acheter les haricots, le riz et tout le reste, il faut l'investir à l'intérieur pour produire localement. Ce sera moins cher, mais ce sera également de nature à pouvoir développer notre économie. C'est la plus grande leçon que nous devons être en mesure de prendre. Les solutions doivent être entre nos mains. Quand cette situation est arrivée, chaque pays a essayé de se protéger, y compris les pays qui vendent les médicaments. Donc il est important qu'on se rende compte que nos médicaments de base, nous devons être en mesure de les produire ici. Il n'est pas logique que nous soyons en mesure de continuer à financer les industries des autres et payer les salaires dans d'autres pays et assurer le développement dans ces pays-là. Et donc la question fondamentale, c'est comprendre le besoin de pouvoir créer une véritable économie domestique et la développer. Monsieur Al, comme vous avez dit, donc, on doit d'abord promouvoir les secteurs de l'agriculture,
pour également protéger la population congolaise? Il faut absolument aller dans ce qu'on appelle l'économie primaire, et l'agriculture est un des grands secteurs, en même temps que l'élevage et la pêche. Nous devons être en mesure de nous nourrir de ce que nous produisons et produire pour nous nourrir. Il est ridicule de continuer à penser que nous pouvons continuer à importer du poisson alors que nos poissons dans les lacs et les rivières sont en train de mourir. Il est bête à la limite de penser que nous pouvons continuer à financer des pêcheurs thaïlandais plutôt que de pouvoir financer les pêcheurs sur le fleuve Congo ou dans le Tanganyika ou dans n'importe quelle autre rivière. Il est important qu'on s'aperçoive que nous devons être en mesure d'avoir une solidarité interne pour exister, avoir de la taille, avant de pouvoir faire du commerce extérieur. Parce qu'étant donné, on sait qu'on trouve les poissons les plus vieux dans le fleuve Congo. Oui, bien sûr, nos poissons meurent de vieillesse, comme on le dit, et des fois nous le disons avec fierté, pourtant nous devrions en avoir honte. Voilà. Quels sont, quels sont les secteurs qui sont le plus exposés ou touchés économiquement parlant par cette crise de coronavirus? Le premier secteur qui est touché, on ne s'en rend pas compte, c'est la santé. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques et des maladies habituellement connues ici comme la malaria, fièvre typhoïde, qui ne se soignent pas et qui meurent. Et je pense que là-dessus, un homme qui n'est pas instruit et qui n'est pas en bonne santé ne peut pas tenir une économie. N'importe quelle économie, elle est tenue par des gens intelligents, mais également par des gens qui sont en bonne santé. La question de l'espérance de vie est quelque chose d'extrêmement important. La question de la résilience économique est également tout aussi important. Mais l'importance est liée sur l'homme. L'économie, elle est faite pour servir l'homme et pas l'inverse. Et le jour où nous allons comprendre cela, et nous allons comprendre également que nous avons des solutions dans la solidarité et non dans l'adversité et non dans l'égoïsme, je pense que nous pouvons être en mesure de donner les premières réponses, et elles ne sont pas nécessairement dans les dogmes économiques, elles sont dans la sociologie et dans l'anthropologie. Quel comportement économique que nos dirigeants doivent-ils adopter en cette période de la crise? Le chef de l'État a commencé. Il croit de plus en plus que nous devons être en mesure de travailler ici, produire ici et consommer ce que nous produisons. Je l'ai vu le week-end dernier à la foire pour aller encourager les femmes de la FEC qui se débrouillent à produire et à distribuer des biens. Mais il doit aller au-delà de ça. Nous ne devrons pas continuer à rester des producteurs artisanaux, des distributeurs artisanaux. Notre réflexe doit aller à la chaîne des valeurs de manière intégrée. Nous devons avoir des villages où les gens ont la fierté de rester et ils s'y développent. Nous devrons avoir des unités de transformation, nous devons avoir une logistique organisée et nos biens de consommation ne doivent pas se vendre sur des étalages fatigués. Ils doivent se vendre dans des supermarchés qui nous appartiennent. Et à partir du moment où nous allons avoir une compréhension de la chaîne entière de valeur sur le secteur agroalimentaire, il sera possible de résoudre cette question une fois pour toutes et on peut le faire maintenant. On a deux choix entre continuer à envoyer de l'argent à l'extérieur ou mettre de l'argent dans des réponses d'urgence ou être en mesure de faire, et ça c'est ce que je conseille énormément, l'argent que nous dépensons dans l'urgence soit mis en place pour être en mesure de poser des solutions durables pour l'avenir, afin que le prochain choc ne nous amène pas à réagir en urgence, mais qui nous permette d'avoir posé les bases d'une résilience totale. Étant donné qu'il n'existe même plus les supermarchés des Congolais. Tous les supermarchés sont indiens, libanais, et ils sont à 99% alimentés par des produits importés. Ça veut dire que chaque fois qu'un Congolais entre dedans et qu'il achète un bien, il paye un salaire dans le pays d'origine et il paye le développement, les routes et les bâtiments dans ces pays-là. Et c'est comme ça que nous devons être en mesure de comprendre ça. Et ça, ce n'est pas le fait que nous détestons les étrangers, non, pas du tout. Ils font ce qu'ils ont envie de faire et nous sommes un pays de la liberté d'action et de la liberté économique. C'est à nous, Congolais, de pouvoir nous organiser pour être en mesure de donner des réponses à nos problèmes. Et je crois que la crise nous a ouvert les yeux sur ce qu'est la réalité de la fragilité de notre économie. Et je suis sûr que tout le monde a compris que le défi, il est entre nos mains. Et M. Alki Tengue, au niveau de la population, y a-t-il un comportement à adopter pendant cette crise? Le premier comportement est de dire tout ce que vous pouvez produire pour manger chez vous, faites-le. Il y a énormément de choses que l'on peut produire tout seul. On peut produire ses légumes sur assez petites surfaces comme 2-3 mètres carrés. On est capable de faire des tas de choses. Deuxième, acheter les aliments qui sont produits les plus proches de vous possible. Et troisième, ne consommez que ce dont vous avez réellement besoin, parce que des fois, nous mangeons des choses dont on n'a pas besoin, pendant que dans certains pays, on meurt de faim. Il y en a d'autres où les gens meurent d'obésité parce qu'ils ont trop mangé. Après la Covid-19, allais-je dire, comment redresser l'économie de la RDC? Par où faudra-t-il commencer en tant qu'analyste? Je le dis encore une fois, il y a des axes macro et des axes micro. Les axes micro, c'est très simple. Nous n'avons pas assez d'entreprises et nous n'avons pas d'entreprises là où nous avons le plus besoin de les avoir. Par exemple, si vous regardez le nombre d'entreprises, nous en avons 10 000.
La France a 4 800 000 entreprises. L'Allemagne a 7,5 millions. Et quand tu regardes la RDC, la France et l'Allemagne, nous passons d'un pays moins riche à un pays riche, à un autre pays qui est très riche. Le nombre d'entreprises est très important. Deuxième chose, on parle tout le temps de la diversification de l'économie. Allez regarder dans quel secteur nous avons les entreprises. En République démocratique du Congo, 90% d'entreprises sont dans les services. Non, mon ami. Notre plus grand défi, il est dans le secteur de la chaîne alimentaire. Donc nous devons être en mesure de créer des start-up, des PME et des PMI dans ces secteurs-là, être en mesure de les prendre en charge. Et donc, il est important pour moi, pour l'ANAPI, pour le ministère des PME, pour l'OPEC et d'autres secteurs qui travaillent sur la création d'entreprises, d'être en mesure de consolider les entreprises. Deuxième chose, elle est tout aussi importante. On ne peut pas avoir toutes les entreprises à Kinshasa et à Lubumbashi, ça n'a aucun sens. Il est important que chaque province se montre suffisamment dynamique pour être en mesure de créer des entreprises de toutes les tailles. Ce sont les entreprises qui sont créatrices de richesses. Troisième des choses, j'ai envie de dire, il faut que les politiciens se montrent responsables avec les deniers publics, de sorte que nous soyons en mesure de mettre l'argent là où il peut le plus nous rapporter de manière collégiale. Les autres auxquels je voudrais m'adresser, ce sont les partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, BAD et les autres. Nous voyons très bien comment ils gaspillent de l'argent qu'ils nous prêtent. Et ils nous le prêtent dans des programmes qu'ils conçoivent et qui ne donnent pas de résultats et qui ne sont pas durables. Il faut qu'ils s'assument parce que de plus en plus, la population congolaise va commencer à les interroger. Il est important que nous soyons en mesure de pouvoir mettre l'argent que nous avons en local et l'argent que nous prêtent les partenaires ou quand ils nous donnent, lorsqu'ils nous donnent, que cet argent soit mis dans des conditions où nous soyons en mesure de pouvoir assurer la continuité du développement, être en mesure de domestiquer le développement, être en mesure d'assurer la durabilité du développement. Il est illogique et il est incompréhensible que tous les programmes financés par la BAD, tous les programmes financés par la Banque mondiale, tous les programmes financés par l'Union européenne, le jour où le financement s'arrête, les programmes tombent. Ça veut dire qu'ils sont faits pour mourir, ils sont faits pour disparaître. Est-ce que c'est vraiment intelligent de notre part que de faire 99,9% des projets qui meurent lorsqu'on arrête le financement? Il y a un problème et il y a une remise en question. Je crois simplement que le résultat d'un développement, il est dans l'accumulation des petits résultats. Si chaque fois qu'on a un résultat, il disparaît, on a un autre, il disparaît, chaque chose que nous allons commencer va être un éternel recommencement sans soutenabilité. Il est important que l'État congolais, les citoyens et les partenaires techniques et financiers se rendent compte que nous devons nous inscrire dans une évolution intelligente. Et l'intelligence, de mon point de vue, c'est la capacité à donner des résultats aux citoyens. Et jusqu'à présent, je m'inquiète énormément de la manière dont on a fait les choses. Nous tendons petit à petit à la fin de notre émission, M. Al, face à l'inflation de la monnaie nationale. Est-ce qu'elle est due juste toujours à la crise économique ou c'est autre chose? Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour stabiliser cette inflation? J'ai toujours dit qu'on doit, dans un cas comme celui-ci, un cas de crise, ce n'est pas responsable de commencer à s'occuper de la stabilité de la monnaie, de la stabilité du cadre macroéconomique. C'est juste injuste. Il faut s'occuper de la vie des hommes. Il faut s'occuper du fait que les gens survivent à la crise. Et je voudrais vous répondre. L'inflation que vous observez est la conséquence du comportement de la monnaie. La monnaie elle-même est le reflet de l'économie. Nous avons décrit ici comme une économie sèche, qui n'a pas de produits ni de production. Même l'importation ne fonctionne pas du tout. Les exportations que nous étions de faire, qui nous ramenaient des devises, sont arrêtées ou ralenties. Mais tout est mis en place pour que ça se perturbe. Pour quelle raison on voudrait s'inquiéter quand ça se perturbe? Les causes sont là, on comprend les effets. Maintenant, toute la question, c'est comment on sort de là. On ne doit pas continuer à s'inquiéter. Même l'Europe est en récession, pour votre information. Je me demande comment vous pensez que les États-Unis, le Canada, l'Europe entière peuvent avoir du recul économique et la RDC peut avoir des paramètres macroéconomiques qui avancent. Quelle économie vous parlez? Et moi, des fois, quand j'entends un certain nombre de responsables parler, je me dis, ils n'ont simplement pas de respect pour des vies humaines. Pour l'instant, ce dont on doit s'occuper, c'est de soigner correctement les gens pour que les gens restent en vie, c'est de prévenir pour que la crise sanitaire ne se détériore pas, mais surtout être en mesure de prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus jamais dans les mêmes conditions. Et pour y arriver, le plus important, ce n'est pas le fait que la monnaie se dégrade, c'est comment nous faisons pour être en mesure de rendre disponibles les biens pour aujourd'hui et pour demain. Voilà pourquoi je disais, il est important qu'on se rende compte qu'il faut investir dans la production locale. Mais M. Al-Kitenge, étant donné qu'il y a inflation dans la monnaie nationale, mais ce serait impossible que le peuple ou la population ait une vie normale parce qu'il y aura augmentation et des denrées. On n'aura pas une vie normale. Nous sommes dans une crise. Et nous ne sommes pas dans une crise, nous sommes dans une pandémie. Nous sommes dans une crise grave.
il est impossible, y compris en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, il est anormal de penser qu'on peut avoir une vie normale. Personne n'a une vie normale sur la planète. Tout le monde est en difficulté, y compris aux États-Unis. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas travaillé pendant un temps et jusqu'à présent, dans une ville comme celle-ci, le travail est complètement arrêté. Donc vous ne pouvez pas espérer avoir une vie normale. C'est impossible. Les gens n'ont pas de revenus et les biens vont continuer à augmenter parce que personne ne produit. C'est logique. La turbulence dans laquelle nous sommes est tout à fait logique. Elle est inhérente à la crise et surtout à notre incapacité à pouvoir anticiper sur la crise. Et je vous ai expliqué au cours de cette émission que nous n'avions pas les moyens, ni organisationnels, ni financiers, pour être en mesure de répondre à cette crise. Maintenant, il faut commencer à réfléchir comment nous sortons de là, surtout comment nous sortons de là pour que la prochaine fois qu'il y a une crise, qu'elle soit sanitaire ou autre, nous soyons en mesure d'y répondre viablement. Et je reviens sur mes deux propositions, le contrat social entre l'État et les citoyens au travers du pacte fiscal de nouvelle génération, et la deuxième des choses, le renforcement de l'économie nationale. Voilà, M. Al-Kitenge, on est pratiquement à la fin de cette émission. Et votre mot de la fin? On a un très beau pays et à chaque crise, l'intelligence est de pouvoir en tirer des leçons et être en mesure d'avancer de sorte qu'à la prochaine crise, on soit mieux préparé. Et pour ça, il y a un rôle important qui est dévolu au leadership politique, mais il y a également un rôle important qui est dévolu au leadership académique. Les universités devraient investir énormément d'énergie pour être en mesure d'étudier ce qui s'est réellement passé, les faiblesses et les forces, pour qu'on soit en mesure de faire la solution du futur, pour être en mesure d'inspirer les politiciens. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Je vous rappelle que M. Al-Kitenge est stratège et analyste économique. Il est congolais de la République démocratique du Congo, bien sûr. Merci beaucoup, M. Al. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons point final à votre émission Écono Facile. Mais merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Je vous retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir.